Bien, quelques éléments de conclusion pour finir cette journée riche. On a vu avec l'intro au tout début de la journée avec Mathieu Cabane à quel point la lumière est un agent de transformation du visuel scénique, sans doute l'un des moyens les plus rapides et efficaces pour renouveler l'image. Avec une promenade cursive dans l'histoire du théâtre, on a vu que cette question de la couleur occupe les praticiens de la scène depuis plusieurs siècles, avec différents procédés, que ce soit des soies, des bouteilles remplies de liquides colorés, des vernis, des plaques de verre teinté, puis des gélatines. Et aujourd'hui, donc, ce changement de paradigme avec un système additif, alors que pendant des années, on était dans du soustractif. On a vu avec Lionel et son approche de la colorimétrie que chaque source avait une courbe spectrale spécifique qui va déterminer l'IRC et que cette grande variété de spectres des sources, du sodium basse pression monochromatique à l'halogène en passant par la lampe à décharge, et aujourd'hui la complexité des cobs LED qui ont souvent des températures de couleur très variables. On a évoqué également le fait que l'œil n'était pas une machine et que les phénomènes de métamérisme, d'ellipse de macadam, etc., faisaient que les réactions de l'œil humain à la couleur sont variables. Avec Nicolas Fandard, on a vu que la transition à la LED pose de nouvelles questions. Elle nous oblige à penser la couleur avec 3 paramètres ou 3 dimensions, c'est-à-dire de teinte, saturation, certes, mais l'importance de l'intensité aujourd'hui et de passer d'un système XY au HIS. On a évoqué, bien sûr, on a commencé, mais ça c'est peut-être le fil conducteur, c'est que ces questions de reproductibilité, de communication, de transmission, de comment nommer une couleur. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à cette histoire où, au tout début des filtres de couleurs cinémoïdes, qui étaient un genre de rhodoïde, peut-être les plus vieux briscards parmi nous se souviennent encore de la cinémoïde qu'on coupait, qui était épaisse et qui avait un point de fusion à 100 degrés, c'est-à-dire qu'un bleu 17 à l'époque, qui est devenu le 117 aujourd'hui, à quel point un bleu 17 pouvait fondre au centre pendant la représentation, et même parfois on utilisait cette dégradation du filtre pendant la représentation. Et il y a un petit moyen mémotechnique. En 1910, il y avait à peu près 10 filtres. En 1920, il y en avait 20. En 1930, il y en avait 30. Puis ensuite, c'est allé de façon exponentielle. Mais par exemple, sur le nom des couleurs, il y avait un grand metteur en scène, Belasco, je n'ai pas eu le temps de vous en parler ce matin, mais qui était un très grand spécialiste de la couleur, qui travaillait à New York et qui a travaillé entre 1900 et 1930, qui était à l'époque vraiment un des grands maîtres de la couleur sur scène, et qui travaillait avec le fabricant de filtres rhodoïdes de l'époque, et qui avait apporté une plaque de verre teinté. Belasco travaillait beaucoup avec des vernis et faisait lui-même ses couleurs. Et donc, il est venu apporter un ambre pour demander au fabricant de lui fabriquer cet ambre, et il retrouvait plus sa plaque. Et donc, il s'est énervé et il a dit « But where is this bastard amber ?» Et du coup, c'est resté le bastard amber, qu'on connaît encore aujourd'hui dans nos nuanciers lits, vient d'un coup d'agacement du metteur en scène qui ne retrouvait pas son prototype de couleur qu'il souhaitait reproduire. Cette question de classification des couleurs, elle occupe l'histoire depuis toujours. Aristote, Goethe, Titane, Chevreul, avec en plus l'industrie galopante, on avait besoin de pouvoir classer et répertorier une couleur, donc c'est une question qui n'est pas nouvelle. Dans l'après-midi, avec le programme qui s'annonce passionnant de l'ANR, on a vu ces liens évidemment de la scène aux sciences et à la science et aux chercheurs, et à quel point ensemble une collaboration peut s'avérer riche de résultats. On a vu qu'avec ce programme et tous les partenaires associés, l'importance et l'urgence de se doter d'outils et d'un vocabulaire pour pouvoir qualifier et mesurer l'impact de la lumière colorée dans la perception du visible. Et puis dans les démonstrations, dans les expérimentations de Ludwig qui ont suivi, on a pu voir à quel point la composition du cob LED et le nombre de couleurs qui le composent déterminent bien évidemment la perception des couleurs. Avec aujourd'hui des multi-LED, on va de 3 à 8 couleurs. Et cette variété de nombre de LED colorés est important pour révéler la complexité du visuel scénique. Les questions qui ont été posées après ces expérimentations ont soulevé ces différences d'un appareil à l'autre, la question du protocole DMX, la difficulté lexicale à mettre des mots sur la lumière colorée et l'importance des interactions lumière colorée et objets colorés.
Et puis avec la présentation de Julie Lola et Manon, on a eu un exemple concret et sensible de ces questions actuelles de non-reproductibilité de la lumière qui, alors je suis un peu d'accord avec toi Laurent, mais en même temps, les différences qu'on avait lorsque les lampes étaient usées sont quand même bien moindres que les différences qu'on a aujourd'hui d'un appareil à l'autre. Il me semble que jusqu'à la fin du XXe siècle, bon an, mal an, même si on avait essayé de plus des différences d'angle d'accroche auxquelles on était confronté, mais la colorimétrie ne souffrait pas autant qu'elle ne souffre aujourd'hui. Et donc on a vu avec Julie Lola et Manon les questions et les tentatives de moyens d'y remédier. On a vu également, à travers leur intervention, le souci d'une tournée éco-responsable et de la création éco-responsable. Et ça, dans le programme des Svobodès qu'on fait en ce moment, où on parcourt 10 pays d'Europe en interrogeant un petit peu cette transition à la LED, on s'aperçoit dans les jeunes générations à quel point cette question est prégnante et c'est essentiel. Et c'est intéressant de voir d'un côté les technologies avancées prendre de plus en plus de place sur scène et parallèlement à ça, un esprit éco-responsable et une tendance même radicale parfois au low-tech, et ce double moment est passionnant aujourd'hui. On est vraiment dans une période de transition, comme le théâtre en a vécu déjà beaucoup, hein, comme la lumière de théâtre en a vu, avec l'arrivée du gaz, puis de la lampe à arc, puis de la lampe à incandescence, et à chaque fois, ces bouleversements technologiques viennent remettre en question nos pratiques et le paysage du spectateur. Voilà, et on a vu également avec Julie Lola et Manon, bien sûr, c'était aussi, j'avais envie de le souligner, ce lien des éclairagistes aux arts visuels et à la peinture. Et bien sûr que c'est là qu'on vient se nourrir et qu'on vient chercher, puisque pour le peintre aussi, c'est avec la couleur, enfin, l'un de ses principaux moyens d'expression. À travers vous avez déjà résumé un petit peu les grands points du questionnaire, mais on a vu à quel point la couleur est à l'intersection dans les réponses. Ce qui m'a frappé, c'est on est vraiment à l'intersection du scientifique, de la technique, mais aussi de l'humain, du sensible et du subjectif, avec des réponses qui cherchent des analogies avec la musique, avec la peinture, toujours cette difficulté de mettre des mots sur la lumière. Voilà, je ne vais pas répéter les éléments de conclusion que vous aviez déjà donnés en fin d'analyse de ce questionnaire. Quel que soit son mode de production, la couleur reste quand même un formidable agent de transformation du visuel scénique, vraiment efficace et rapide. Peut-être en conclusion se dire que la lumière ne se pense jamais seule, mais toujours bien sûr en interaction. Ici aujourd'hui on a isolé l'élément lumière colorée, mais elle ne peut se penser comme tout constituant de la représentation, elle ne peut se penser qu'en interaction. Et puis se dire qu'effectivement le paysage du spectateur a beaucoup changé en 30 ans. On parlait tout à l'heure avec Laurent du fait que à la fin des années 70, début des années 80, on se méfiait beaucoup de la couleur et on a eu évidemment les grands contre-jours bleus des années Chéreau, mais il y avait dans le théâtre de création une vraie méfiance de la couleur et à quel point aujourd'hui on va accepter des couleurs beaucoup plus saturées. On le voit nous à l'école, hein, dans le geste artistique de nos étudiants, à quel point il y a une aisance et on ose des couleurs saturées, on ose des verts, on ose des bleus, des violets, et à quel point le paysage du spectateur a changé, de même que le paysage par exemple des illuminations de Noël a complètement changé. On est passé de l'or et du rouge au bleu et au violet. Et puis cette tentation du multicolore, hein, dont tu parlais très bien, Kevin, hein, effectivement, quand on regarde la fête des Lumières, par exemple, c'est souvent la fête de la vidéo et la fête du RVB, hein, souvent, plus que de la lumière. Et donc cette tentation, effectivement, devant un outil qui nous offre de plus en plus de possibles. Et peut-être, j'avais envie de partager avec vous, pour finir la journée, cette phrase d'Appia en 1908, si je me souviens bien, lorsque les formes et les couleurs cherchent à exprimer quelque chose, la lumière, elle, dit « je suis ». Les formes et les couleurs ne seront que par moi. Voilà. Bravo.